Nous, on fait un échange en fait. Oui. Alors expliquez-moi un peu plus. Donc la première fois que je suis allée voir Karine et qu'elle m'a fait la coupe énergétique au rasoir, j'avais les cheveux un petit peu plus longs que ça. Oui. Et ce qui fait que je ne m'attendais pas non plus du tout à avoir mal. Elle a commencé par faire un shiatsu, ça c'est très très agréable, qui a duré un bon moment. Et puis après, avec cette coupe au rasoir, j'ai eu très très mal sur les côtés, donc elle m'a expliqué pas mal de choses, ce que c'était, ce que ça représentait. Et donc ça a duré un bon moment et j'ai eu mal tout le temps, la première fois. Mal vraiment? Mal à la tête ou mal? Mal, vous savez, c'est comme si ça tire les On cheveux. vous tire les cheveux. Et puis pourtant la pression n'est pas très forte. Mais que le rasoir, en fait... De toute façon, le rasoir, ça fait souvent mal, le rasoir, comme ça. Oui. C'est ça. Ça vient aussi réveiller, ce que j'ai compris, des mémoires. Mais là, c'était pas forcément des mémoires, parce que la première fois que je suis allée, j'avais des problèmes familiaux avec une de mes filles. Et vraiment, je sentais toute on va dire, cette inquiétude. Hop, et ça se ressentait dans les vibrations. C'est comme vous savez que dans les massages aussi, parfois ça fait mal. Absolument. Il y a des nœuds qui sont... C'est ça. Donc, et c'est la seule fois, parce que ça fait maintenant, je sais pas, 5-6 fois que qu'elle m'a fait la coupe, et ça a été la seule fois où j'ai eu mal. Après, ça a été... Ça veut dire quoi qu'après que vous n'avez plus mal? Ça veut dire que... Ça veut dire que les problématiques étaient parties. Et vous n'avez jamais été en demande de lecture? Non, j'ai pas besoin d'être... Enfin, pour moi, parce que vous avez d'autres... Voilà, j'ai pas besoin d'être en demande de lecture, vu que Karine fait la métamédecine. Alors justement, parlez-nous un peu de cette métamédecine, alors Annick Fauvel. La métamédecine, c'est une thérapie. Métamédecine, ça veut dire au-delà de la médecine. Bah oui. Et donc, on pourrait dire que c'est la médecine de la compassion, la médecine de la médecine de la compassion, la médecine des émotions, la médecine de la réconciliation. Les personnes viennent nous voir et on va les accompagner à faire des liens entre leurs histoires et ce qu'elles éprouvent au niveau de mal-être ou ce qu'elles éprouvent au niveau des maladies et à comprendre ce qui se passe dans leur vie, les répétitions qui peuvent se passer dans leur vie. Pourquoi moi j'ai commencé à faire la métamédecine par exemple? Parce que, je peux juste en parler 2 secondes, c'est que j'avais une fille qui était bipolaire et je voulais comprendre ce que c'était que la bipolarité, je ne comprenais pas pourquoi c'était arrivé. Et avec cette approche-là, on peut comprendre qu'un enfant qui est entre un père et une mère, avec un beau-père et une belle-mère, et que cet enfant n'a pas le droit ni d'aimer sa mère quand elle est avec son père, ni d'en parler, et que quand elle est avec sa mère, c'est un petit peu délicat, cet enfant, elle implose. Il y a beaucoup d'enfants qui sont dans cette situation. Absolument. Et heureusement, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas bipolaires. Non, oui. Mais simplement, là, dans son cas, c'était vraiment comme quoi elle n'avait pas le droit, parce que si elle parlait de sa mère, de moi en l'occurrence, eh bien, ça créait des problèmes. Moi, je me suis toujours demandé, en pensant à ces enfants divorcés, ils se disent, voilà, je suis avec mon père, mais je ne dois pas dire ce que j'ai fait avec mon père, je ne dois pas en parler à ma mère. C'est effrayant ce genre de situation. C'est effrayant parce que pour un enfant Et inversement. Pour un enfant qui est très sensible, alors le fait de ne pas pouvoir exprimer ni ses sentiments ni ses émotions. Et c'est aussi côté caché, il y a des choses qu'on doit garder pour soi. Mais tout ça c'est refoulé. Ils sont obligés de réfléchir, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas, qu'est-ce que je raconte, qu'est-ce que je raconte pas. D'apprendre à calculer, d'apprendre Donc, ça crée une nouvelle race de gens, parce que surtout que c'est ils apprennent à calculer. Je ne sais pas combien il y a de pourcentage d'enfants comme ça, et peut-être 20%, je sais pas 30%. Certainement plus. Certainement plus. Et c'est vrai que quand on a des parents qui ne sont pas forcément matures et qui ne savent pas laisser la liberté et la parole à l'enfant, ça peut faire qu'un enfant refoule tout ça. Et qu'arrive un moment, il peut très très mal se sentir et puis plus tard avoir des pathologies. Mais heureusement qu'il n'y a pas trop de pathologies quand même, on ne sait pas. Vous croyez que... On les reçoit quand ils sont adolescents et quand ils sont adultes. Parce que quand ils sont enfants, voilà, ils ne savent pas trop comment pouvoir l'exprimer, puis les parents ne sont pas là pour... C'est peut-être plus simple de ne pas voir un des parents, tout simplement, parce que ça évite d'avoir cette espèce de tiraillement ou d'écartèlement. On va peut-être commencer par... Mais d'autres disent qu'ils ont besoin de voir les deux. Enfin, moi, je ne connais pas, je n'ai pas parents.
c'est important de pouvoir voir les deux, mais ce qui est aussi important, c'est que les parents soient suffisamment matures pour pouvoir régler leurs problèmes entre eux Mais quand et, ils sont séparés, et que ça ne soit pas l'enfant qui soit l'enjeu de la séparation, ni l'enjeu du chantage, ni l'enjeu de tout ça, parce que ça a des conséquences. Parce que nous, ces enfants-là, on les reçoit plus tard. Et ces enfants-là, d'abord, au niveau des problèmes de couple, ils n'ont pas forcément envie de s'engager parce qu'ils ont vu leurs parents se déchirer. Ça peut créer aussi... et donc c'est ce qui s'est passé avec une de vos filles. En fait, c'était parce que son père avait refait sa vie et que elle n'avait pas le droit de parler de sa mère quand elle était là-bas. Et à cette époque-là, c'était pas très agréable à vivre. Et ce qui a fait que tout ça, ça a été à l'intérieur. Ça a un peu Oui, ben on imagine, c'est presque... La bipolarité, c'est ça, c'est quelque chose qui... Et maintenant, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est est toujours aussi malade? Ça a duré pendant très longtemps. Elle a 40 ans aujourd'hui, cette fille. Elle a 3 garçons. Elle est redevenue à peu près... Oui, elle en a guéri complètement. Et pourtant, on dit que la bipolarité, on n'en guérit pas. Ah bon? Je l'ai accompagnée, Claudia Rainville, avec qui je travaille, l'a accompagnée. Elle a fait aussi les cours de métamédecine pour comprendre. Parce que le fait qu'elle puisse mettre une situation et des mots sur une maladie qu'on dit incurable et qu'on dit on ne sait pas comment ça arrive, le fait de comprendre le mécanisme, elle a pu travailler dessus et en fait arriver à un monde complètement sans libérer. Et aujourd'hui, elle est plus bipolaire. Et qu'est-ce que c'est en 3 mots, être bipolaire? Bipolaire, C'est pas l'autisme, la bipolarité. Non. Avant, on c'est appelait ça maniaco-dépressif. C'est-à-dire que quand la personne est dans la forme maniaque, il n'y a pas de limite. Et quand elle est dans la dépression, il n'y a pas de limite dans la dépression. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont loin en bas et loin en haut. Très exaltées et très déprimées. Oui, ça peut même être dangereux parce qu'il n'y a pas de limite du tout. Donc, et puis il y a par rapport à cette bipolarité, il y a aussi des paliers. Il y a des personnes, ça va être léger, et il y a des personnes, ça va être beaucoup plus conséquent. Voilà. Donc moi, c'est ce qui m'a emmené à faire cette approche. Et en faisant les cours, je suis devenue thérapeute il y a 12 ans. Donc finalement, j'ai l'impression que, je dis rapidement, d'après Madame Rainville, c'est le milieu qui est générateur de problèmes en particulier, non? Qu'est-ce que vous entendez par milieu? Le milieu dans lequel la personne a vécu, absolument. c'est ça qu'il faut traiter, c'est pathogène? C'est le milieu dans lequel la personne a évolué, mais on ne travaille pas sur les milieux. Nous, on travaille vraiment dans les émotions et dans leurs ressentis et dans les sentiments. On va plutôt demander à la personne comment elle s'est sentie, qu'est-ce qui s'est passé, et puis d'aller faire des liens pour savoir si elle a déjà ressenti quelque chose comme ça dans sa vie. Vous savez, je peux vous donner un exemple. Quelquefois, on rencontre une personne et on a une espèce d'antipathie, quelque chose qui fait que ça peut être une personne qui a un chignon. Vous dites, j'aime pas les personnes qui ont un chignon. Et puis, on ne sait pas pourquoi. Et puis quand on commence à travailler avec une personne, puis un jour elle va nous raconter une histoire. Quand elle était petite, eh bien, elle avait une instite qui avait un chignon. On retombe dans la question des cheveux là. Oui, c'est complémentaire, et qui fait que cet instinct-là, à chaque fois qu'on oubliait nos affaires, ça m'est arrivé, eh bien, c'était une fessée. Ce qui fait que il y avait... Fessée et chignon étaient associés. Voilà, ça s'associe dans le cerveau limbique, et ce qui fait que quand on va rencontrer une personne avec un chignon, eh bien, on va avoir une aversion. On ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on fait avec la métamédecine? On va retourner dans l'événement de la petite fille avec cette personne. Et cette petite fille, elle va aller parler à l'institutrice, lui dire tout ce qu'elle avait sur le cœur, tout ce qu'il y a. Et puis l'institutrice, elle va répondre par l'intermédiaire de la thérapeute. Elle va dire quelque chose qui va faire que ça va atténuer. Et ce qui va faire que ce souvenir va pouvoir... se respirer et se transformer pour que quand on rencontrera une personne qui a un chignon, ça ne fera plus rien. En fait, c'est ça, la base de la métamédecine. Donc on travaille sur les phobies un petit peu. On travaille sur les phobies, sur les maladies. On accompagne les personnes et c'est elles qui se guérissent, mais en faisant la relation psychologique et la relation de la situation, et puis des leçons de vie. Donc on apprend à se poser la question, qu'est-ce que j'ai à apprendre dans cette situation, plutôt qu'à se dire, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive. Donc on apprend à être responsable. Ça ne veut pas dire qu'on est coupable, ça veut dire qu'on est responsable. Et qu'en se libérant, ça ne veut pas dire non plus ne pas aller voir un médecin ou ne pas aller voir une
personnes compétentes de la victime, mais ces personnes-là s'occupent de la partie immergée, alors que nous, on va s'occuper de la partie profonde. On va travailler à la cause. Un mal-être